J'ai pourtant gardé espoir, mais apparemment je vais conclure cette saison 2023 sans la deuxième partie de Lost You Forever. Et autant vous dire que je me languis de revoir Xiang Luo et le frangin frustré aux prises avec notre princesse rebelle. Ça ne veut pas dire pour autant que je n'ai pas de la grande qualité à vous proposer ce mois-ci, parce que j'en tiens deux absolument formidables que je n'arrivais pas à lâcher. Allez, je vous dis tout, c'est parti. Bonjour, bienvenue sur Décalé. Les tops. Story of Cunning Palace. Oh là là, ce drama, j'ai usé certaines scènes tellement elles étaient jouissives. Le petit Zhang Linghe a bien fait du chemin depuis son rôle de dieu de la guerre dans Love Between Fairy and Devil, et je crois qu'il est temps d'arrêter de lui donner des rôles de gendre idéal gentillet, comme c'était encore le cas récemment dans My Journey to You, où j'étais restée quelque peu sur ma faim malgré la qualité générale du drama. Ce type est fait pour jouer les gueudins, les anti-héros, les mecs compliqués et byroniens. Oui, 100 fois oui, car même avec sa plastique toute lisse et son sourire tout innocent choupinou, quand il nous campe un fou dingue, il y va à fond et devient un bel animal, ma foi, auquel on se frotterait bien. Un tigre qui passe de chaton à dangereux prédateur en un quart de seconde, et ça se fait face à la très jolie Bailou avec laquelle la rumeur prête une relation hors caméra. Ils sont très beaux ensemble, et bien que son alchimie avec Léo Luo soit une référence, moi j'ai complètement accroché sur ce couple. Son perso est en plus beaucoup plus engageant que celui de Lee Soo-soo, que j'avais trouvé un peu décevant, mais il me manque encore quelque chose que je ne sais pas très bien expliquer pour être à fond avec les personnages joués par Bailou. Je ne sais pas si c'est un détachement ou une réserve de sa part, mais alors que ça semblait à contre-emploi pour son tempérament, je trouve qu'elle était beaucoup plus touchante en fin de compte dans son rôle de petite chose fragile dans One and Only face à Alan Jeune. Mais je bavarde et je ne vous ai toujours pas fait le pitch. Donc le pitch, c'est un putsch au palais où un ancien ministre vient détrôner l'impératrice douairière de sinistre réputation qui se suicide après avoir négocié la grâce du seul être envers lequel elle éprouvait du regret et de la compassion et qui était un fonctionnaire intègre qu'elle avait séduit et manipulé entre autres parce que c'était quand même une belle bitch. Voilà le pitch. Et là, passage par le monde moderne où l'écrivaine derrière l'histoire décide d'un reboot et redonne une nouvelle chance à son perso féminin en lui permettant de revenir en arrière et consciente des ratages de son ancienne vie, et c'est cette fois de vivre bien et éviter les emmerdes. Se jurant de ne pas revenir au pouvoir, elle va quand même se retrouver mêlée malgré elle au complot de palais et surtout incapable de fuir le ministre qui l'avait démonté dans sa vie précédente et qu'elle craint le plus au monde. Il est atteint what else d'une maladie à la con qui le rend fou quand il neige et il a des sacrés plans de vengeance et des traumatismes enfantins, mais surtout des plans sur elle qu'elle ne calcule pas très bien et surtout pas du tout vu venir, contrairement à nous. C'est une joie à regarder, même si l'obsession du ministre est très longue à se mettre en place dans l'histoire. Par contre, une fois que le train a quitté la gare, tchou, c'est la régalade express non-stop jusqu'au terminus. Plein de persos sympatoches là-dedans, une bande originale excellente, et si c'est si bougrement efficace, pas étonnant parce que c'est réalisé par le même que celui qui nous a donné Ashes of Love et Starry Love, avec les qualités et les défauts malheureusement que ça peut avoir. Pour les qualités, ça donne d'excellents dialogues, du perso masculin à tomber par terre, des personnages féminins intéressants, de la tension sexuelle, de l'angst, mais par contre, côté défaut, on a des lynx en CGI dégueulasses et des plans carrément foireux, en particulier dans les scènes de baiser ou d'intimité, et une utilisation abusive et naze des spotlights, ce qui est la grande spécialité malheureusement de ce réal surnommé grosse lampe dans le milieu drama. Sinon, c'est du pur crack et je recommande de ne surtout pas zapper l'épisode spécial, même si par contre, je ne suis pas emballée du tout par le cadre monde moderne de l'histoire qui ne figure d'ailleurs pas du tout dans le roman original. My Dearest, un coréen et qui plus est historique dans le haut du panier, et oui, et plutôt 2 fois qu'une, avec ce drama qui est sorti en 2 parties, et bien m'en a pris d'attendre que la deuxième soit récemment sortie, car j'aurais été en PTSD si j'avais dû attendre la suite comme pour Lost You Forever en ce moment. Vous résumez, ça va être facile. Toute la première partie
est un mix idéal entre Autant n'emporte le vent, Le Dernier des Mohicans et Tess d'Uberville. Donc, comment ne pas acheter? La deuxième partie, par contre, n'a plus rien à voir, ce serait même davantage Les Aventures d'Angélique, et clairement plus faiblarde, avec 2 putains d'amnésie carrément abusée, mais à ce point, vous êtes de toute façon déjà tellement engagé sur les persos et leur histoire d'amour franchement compliquée que vous ne pouvez plus lâcher l'affaire. Alors oui, c'est vraiment Autant n'emporte le vent sauce coréenne, hormis pour l'esclavage et la guerre civile, car pourquoi se faire chier quand tu as le vilain empire mongol des Chinois pour jouer les troubles fêtes? Pas besoin de parler d'une rupture entre Corée du Nord et Corée du Sud. Donc, comme dans le modèle original, la belle du village veut le garçon gentil qui est déjà fiancé à une fille gentille, et elle croise la route d'un perso masculin anticonformiste qui lui propose au scandale un plan amour libre qu'elle lui refoue au travers de la gueule. Arrive la guerre et bien des malheurs, et le tempérament de feu de notre nana va lui permettre de jouer les survivantes contre vents et marées. C'était délicieusement addictif pour moi de voir la plupart des scènes originales revisitées ici avec des persos quand même globalement plus sympathiques que ceux de la version américaine. Je fais une grosse mention plus à l'acteur qui te rappelle que nos cadras ont encore sacrément de la gueule et qui apporte du coup une belle épaisseur, même s'il est tout fin, et sensibilité à son perso qui se fout des conventions sociales et est un sacré féministe dans un univers féodal qui reste quand même franchement agerbé sur sa manière de gérer les violences faites aux femmes et leurs tâches sur l'honneur, ce qui malheureusement est encore présent dans pas mal de cultures aujourd'hui. La production est sublime et toute l'histoire a bien la dimension épique du modèle ou d'un Dr Zhivago ou tout autre genre de saga romantique épique en temps de guerre et de reconstruction. Les relations sont complexes et punaise, qu'est-ce que tu vas morfler dans le mélo de ces deux persos pour lesquels le timing n'est jamais le bon alors qu'ils sont faits l'un pour l'autre. Un petit bijou à ne pas rater. Inextricable Destiny. J'ai gardé ce drama dans le haut parce que les deux acteurs ils sont très attachants et font une très jolie composition et que j'ai trouvé l'acteur principal vraiment non seulement très joli mais très touchant. Un jeune homme fragile et élégant qui a hérité d'un don d'astrologie qui lui permet de lire l'avenir est fiancé à une fille de famille de militaires au tempérament de feu du genre Punky Brewster avec ses couettes qui le méprise ouvertement et fait des pieds et des mains pour foutre en l'air les plans de mariage avec ce qu'elle considère comme un intello sans couilles. Il est quant à lui fou amoureux d'elle depuis leur rencontre fortuite dans un voyage où elle l'avait, suite à un malentendu, pris pour une jeune femme. Voyant dans les astres que des malheurs sont au programme pour la fille, l'astrologue fait tout pour la protéger, mais grâce à la complicité d'un de ses camarades d'enfance, par ailleurs amoureux d'elle, elle refile au fiancé une pilule foireuse qui lui fait perdre la mémoire, mais surtout la tête, lui donnant l'intellect d'un môme de 4 ans. Rongée par la culpabilité, et alors que toute sa famille se fait zigouiller au sein de complots de palais, elle va veiller sur lui et s'attacher profondément à lui au passage. Parviendra-t-elle à le guérir et leur union est-elle possible alors que les désastres et les projets de vengeance les encerclent de toutes parts? À savoir pour anecdote que Mango avait sorti cette série avec des sous-titres tout particulièrement gratinés dans le genre, il faut les voir pour le croire, mais heureusement il y a des versions plus propres depuis, notamment sur Rakuten. Mais voilà, je vous les place pour se gondoler un bon coup parce que on ne se marre jamais assez avec les traductions foirées. On continue avec Wise Woman, nouveau mini-drama historique qui veut sa part du gâteau Dai Gaojang, et autant j'avais pensé que le style ancien n'était pas du tout son truc après le look très raté de Her Revenge, autant là ça passe crème en général des temps anciens, même si comme c'est son habitude dans la plupart de ses dramas apparemment, il se laisse désirer un bon moment. Il faut mériter son Dai Gaojang, qu'est-ce que je peux vous dire. En tout cas, encore une histoire où l'héroïne va manger particulièrement cher, puisque condamnée à mort par sa famille pour être tombée en cloque après son aventure passionnée avec un soldat contracté en mode union libre. C'est pas souvent qu'on a ça, mais c'est la deuxième fois depuis Legend of Juorwa. Pas progressiste, le tribunal familial la passe à la bastonnade, mais elle est récupérée par sa demi-sœur qui, n'arrivant pas à avoir de bébé, la livre toute crue à son mari et lui vole son gamin avant de l'envoyer se faire noyer pour adultère. Cette fois, la coupe est pleine pour Bichette, qui, adoptée par 2 parents éplorés dont la fille est présumée morte noyée, se retrouve mariée par heureux hasard à un général porté disparu, mais chef de la famille où complote la sœur Bitch et son époux violeur. Projet vengeance et récupération du môme donc, mais vous noterez que ça fait beaucoup de présumés disparus dans l'histoire et vous vous doutez que tout ça va donner un sacré sac d'embrouille. C'est distrayant quand on aime les sensations fortes vu l'ambiance franchement tordue. Partie
Particularité sympa du mini-drama, un recyclage du thème de The Sword and the Brocade. Cordial Companions. Mini-drama avec une assassine pas efficace mais choupie comme tout, qui se retrouve à bosser dans une mission d'infiltration auprès du froid chef de la Cour suprême, et bien sûr ces deux-là vont se rapprocher, et c'est mignon et pas prise de tête sans être pour autant inoubliable. Tout ce qui compte, c'est qu'on passe un moment agréable. Desperate Love. C'est dans le titre, l'héroïne va prendre cher, on retrouve l'actrice du remake de Princess Pearl, grosso modo dans un rôle similaire sur la même période Qing, une princesse des plaines anticonformiste qui doit se fondre avec toutes les difficultés que l'on peut supposer dans le moule rigide et franchement déprimant de la cour impériale et qui pour son malheur va taper dans l'œil du frère de l'empereur. Dans un premier temps, c'est le coup de foudre, mais après un accident qui coûte la vie à une jeune femme pour laquelle l'empereur avait le béguin, c'est la déchéance pour la jeune fille et le frère doit se résoudre à épouser une bitch qui va comploter allègrement avec l'épouse de l'empereur et la mère du frère pour en faire baver des ronds de chapeau à la bichette martyre. Plus que déçue par l'attitude assez attentiste de son premier amour, elle se rapproche d'un deuxième loulou, mais malheureusement le frère va faire des pieds et des mains pour faire capoter son bonheur possible et elle va donc se retrouver mariée à lui en tant que concubine et connaître vexation sur vexation, notamment dans une scène de nuit de noces à vomir où le type lui reproche de ne pas être vierge puisqu'elle n'a pas perdu de sang et va la soupçonner plus tard de porter l'enfant de l'autre. Tout ça ne va pas aller en s'arrangeant comme vous vous en doutez, mais si jamais vous aviez encore des velléités de trouver un passage temporel pour vivre une vie de princesse impériale chez les Qing ou ailleurs, je recommande ce genre de drama pour bien vous enfoncer dans le crâne que c'était pas mieux avant et que tu peux oublier la vie de conte de fées. Wonderland of Love. J'ai tendance à faire le museau quand je vois Sukai en tête d'affiche parce que, comme je le répète à chaque fois, il a beau avoir une gueule d'ange, il a le charisme d'une huître à mon goût, mais ma foi, c'est passé assez proprement dans ce drama où il fait plutôt bonne équipe avec l'actrice Ting Tian, vue encore récemment dans Zhou Roi. Un fils d'empereur en disgrâce s'est exilé à la frontière où il se bat avec une bande de joyeux compagnons dans l'anonymat le plus total et il se retrouve en pleine embrouille avec le camp adverse en la personne d'une fille de militaire badass. Et ça se dispute, et ça se bastonne, et ça se trouve impliqué dans toutes sortes de plans foireux, et bien sûr, ça tombe amoureux. Ce qui va pas être simple pour eux, d'abord parce que, a priori, les deux ont juste envie de vivre peinard loin des intrigues de palais qui leur collent aux souliers comme un vilain papier toilette dans des chiottes publiques, et d'autre part, quand la noce se fera, évidemment, entre-temps, le type aura été responsable de la déchéance de la famille de la nana. Ça se regarde pas mal du tout, mon principal regret étant un vilainous crush pas assez épais pour voler la vedette à Sukai, c'est te dire s'ils ont dû chercher celui-là, vu que moi, je ship systématiquement avec tout sauf cet acteur. I May Love You. Amour au bureau avec d'une part l'élégant Wei Zheming et sa dégaine de premier de la classe gendre idéal, aperçu pour la première fois chez moi dans Perfect and Casual, et Huang Ji-ying, une espèce de petit titi qu'on a pu croiser dans Cry Me a River Full of Stars. La nana, un écrivain, flash dans un hall d'entrée sur le jeune patron d'une boîte de production et entretient sa flamme toute seule comme une grande pendant 4 ans, alors qu'il la calcule à peine, sinon pour finir par lui demander conseil pour pécho la meilleure amie de la fille. Dégoûtée, elle finit par prendre son courage à deux mains en lui faisant sa déclaration, que le type rejette en la croyant juste superficielle, ce que la nana va accueillir de manière assez spectaculaire en le plaquant sur le bureau pour l'embrasser à pleine bouche, histoire de ne pas avoir de regrets. Et là-dessus, elle se barre. La classe à Dallas. L'affaire en resterait là, mais le mec piqué au vif et sûrement troublé et tout à coup pas si chaud pour la laisser partir et entreprend donc une reconquista. Y parviendra-t-il? Ami des chats, il y a un chaton trop craquant dans l'affaire si les bouilles sympathiques des acteurs ne suffisent pas à vous vendre l'enjeu. Go My Hero. Mini-drama de base assez sympa qui bénéficie surtout de la présence de deux jeunes acteurs pas déplaisants, Wang Zuyi, ici en second rôle masculin casse-burne qui va virer Villainous Crush, et surtout le genou mais très grand, Queen, que je ne connaissais pas du tout et qui vaut le coup d'œil au passage. Une nana se barre de chez ses parents afin d'aller coacher un apprenti artiste, honnêtement un gros loser, qu'elle veut absolument épouser parce qu'il lui a sauvé les miches dans l'enfance et surtout filé une brochette. La famille envoie un garde du corps la récupérer et embauche un arnaqueur, un mec de rue entouré d'un gang de bras cassés sympatoches qui se fait passer pour un expert en arts martiaux mais qui n'est pas franchement au point. Clairement, on n'est pas dans les flèches et le wuxia de haute volée, ce qui
qui m'arrange d'ailleurs. Mais le trio se retrouve finalement à coopérer quand des malentendus donnent enfin de la publicité à l'artiste, quand tout le monde le croit impliqué dans une relation boy-love avec le garde du corps. Bien sûr, le garde du corps et la fille vont se rapprocher et le triangle amoureux va se compliquer quand l'artiste qui était un peu en mode balèque de la fille devient soudain très jaloux. Tout ça est une grosse comédie très sympathique. Ça devient bof, c'est pas du gros flop, mais j'ai pas été emballée par tout ça non plus. The Fatal Letter. Retour mitigé sur ce mini-drama qui présente des éléments originaux, mais est quand même franchement difficile à regarder quand il ne finit pas par s'embourber dans un gros final un peu naze. Une nana a le don de faire des rêves qui lui annoncent son avenir, mais elle a de quoi flipper parce que ça lui promet surtout le fait que son mari photographe a prévu de l'assassiner le jour de son 30e anniversaire. C'est loin de sortir de nulle part vu que le mari est une saloperie abusive et violente qui lui dicte quel pyjama elle doit porter et lui inflige toutes sortes de sévices de manière assez perverse. Apparemment plus simple que le divorce, la jeune femme se lance dans un plan compliqué impliquant sa némésis d'orphelinat, une bitch qui lui a piqué sa chance d'adoption et a maintenant jeté son dévolu sur le mari photographe. Tout ça est très tordu et assez dur à regarder, alors dans le genre vraiment dur pour les scènes de violence, et tout ce petit monde est assez antipathique en fait. En soi, si on a le cœur accroché, ça se regarde, mais les twists finaux ne sont pas très réussis et la fin est carrément décevante à mon goût. Ardal Chronicles, Sword of Aramoon. On est sur la saison 2 des Chroniques d'Ardal, dont vous pouvez voir la saison 1 sur Netflix, mais dont la saison 2 est normalement programmée pour Disney+. Ce ne sera pas le seul changement, puisque les deux acteurs principaux ont été complètement remplacés. Lee Joon-gi est une excellente raison pour moi de voir cette série coréenne en mode épique fantasy, parce que franchement, c'est un bonheur pour les yeux que son look cheveux longs et armure, comment résister? Je ne suis toujours pas convaincue de la nécessité de remplacer le pas déplaisant à l'œil Song Joong-ki dans son double rôle des jumeaux Hansom et Saya, ainsi que l'actrice Kim Ji-won qui jouait Tanya. Soi-disant, les persos ont vieilli, mais en fait cette excuse est complètement con. Dans tous les cas, je suis aussi mitigée pour cette deuxième partie que je l'étais pour la première. Il y a du budget, une volonté de proposer une série originale au milieu de la flopée de Saguk, avec une ambiance que certains ont comparée à Game of Thrones, mais alors je vous préviens, sans boobs, ni dragons, ni zombies, principalement en fait avec l'hybris d'un roi d'une part et un trio infernal d'enfants de prophétie de l'autre, des jumeaux séparés à la naissance et du coup élevés dans des clans rivaux, et entre les deux, une nana avec un don de prêtresse. Comme dans la saison 1, je me fous royalement des complots de pouvoir alors que ça ne m'avait pas du tout dérangé dans Game of Thrones. Je précise des fois qu'on pense que je ne suis vraiment là que pour la romance ou le cul, et je n'avais vraiment commencé à m'intéresser à l'histoire que lorsque Tanya s'était retrouvée face à Saya, un perso ténébreux compliqué comme on les aime, ou même en compagnie de son garde du corps demi-masqué Yangsha. Tu peux te carrer le chip mec masqué derrière l'oreille pour la saison 2 parce qu'il est quasiment pas de la partie. J'ai trouvé la nouvelle actrice pas franchement charismatique et bien sûr mon perso préféré de Saya va juste déguster tout du long. Donc bref, c'est pas un flop parce qu'encore une fois c'est une belle prod, mais je n'ai pas adhéré et sûrement j'aurais lâché l'affaire direct si ce n'avait été pour la performance de Lee Joon-gi auquel je n'ai rien à reprocher. J'ai trouvé qu'on avait perdu beaucoup de la poésie et de la mystique de la première saison, même si je n'avais pas été non plus convaincue à 100%, la saison 1 m'avait quand même donné quelques scènes marquantes. Pour moi, ça n'est pas le cas ici. Love is panacea. Je ne sais pas si l'amour est une panacée, mais me pastiller des dramas médicaux, pour moi, ça tient de la purge. Et ce drama ne fera pas exception à la règle. La seule raison de regarder ça fut le Boléolio, en chirurgien parti jouer les médecins sans frontières dans un pays fictif du tiers-monde du doux nom de l'Akaya. Et alors que cette ville, existe bien en Bolivie, cocorico, nous voilà dans un univers francophone où la nana, une ancienne étudiante en médecine, va jouer les interprètes pour notre Léo au doigt d'or. Et oui, malheureusement, vous n'aurez pas droit à Léo s'essayant approximativement à la langue de Molière, mais par contre, vous aurez bien votre festival de phrases en français approximatives, effectivement, prononcées par des doubleurs qui, pour une fois, ne s'en sortent pas trop mal. C'est juste que ça a été écrit par Google Trad au lieu d'embaucher des francophones, alors que sérieux, les mecs, moi je me porte volontaire pour vous faire des répliques en français pour les besoins de vos dramas, alors sans problème, Même je le fais gratuitement du moment que j'ai le droit de venir assister au
scènes, hein. Me contacter en MP, n'hésitez pas. Le cœur de l'histoire, vu que les deux s'amouragent très rapidement, c'est que Mémère a hérité d'une maladie dégénérative héréditaire, celle de Huntington, une saloperie réelle qui nous change des habituelles allergies à la con de nos dramas chinois et qui malheureusement ne bénéficie à ce jour d'aucun traitement. Donc ça te place l'issue de cet engin et tu te demandes comment ils vont te pondre autre chose qu'un mélo. Et ben bizarrement, ils sont pas partis sur le genre mélo à la love story, ce que j'aurais personnellement respecté. On te laisse même à un moment vaguement penser qu'ils vont te sortir un remède miracle de leur cul. L'essentiel du truc va se passer sur les bitcheries de la rivale de fac et sur le fait que la nana fait le choix complètement débile de larguer le mec, un médecin brillant on le rappelle, sans même lui expliquer qu'elle souffre de cette pathologie et qu'elle ne veut pas lui infliger son inéluctable déchéance. Du coup, le garçon est complètement déboussolé et fait des pieds et des mains pour essayer de la reconquérir et le ton est donc complètement décalé par rapport au sujet de l'intrigue. Bref, Léo est beau, donc venez pour Léo. Blooming Days. J'étais ravie de revoir Peter Ho, dont j'ai parlé récemment sur Unchained Love, et curieuse de voir ce que ça allait donner, couplé à une actrice abonnée souvent au rôle de bitch, exemple The Sword and the Brocade, et qui a un faux air de Dilraba, je tiens à le noter, en particulier dans ce drama. Le début était assez engageant, et il y a vraiment d'excellentes scènes dans ce drama, mais ça a fini par devenir vraiment beaucoup trop long. Ambiance bitcherie de harem donc, où une nana se voit sucrer l'occasion de convoler avec celui que son cœur avait choisi à cause de sa ressemblance avec la défunte épouse vénérée d'un prince de sang. Mais elle ne finira pas comme énième concubine du Vioc, elle aboutit au contraire dans le harem d'un des fils du prince qui la joue finot en mode playboy nonchalant, histoire d'endormir la méfiance de ses frangins. Vulgaire concubine, elle va gagner finalement en galon alors que les deux décident de faire alliance et elle ne tombera pas tout de suite amoureuse de lui alors que lui, vexé comme un pou qu'elle en pince encore pour son ancien fiancé, va lui compliquer l'existence. Le début est pas mauvais du tout, mais ils ont zappé étrangement les scènes d'intimité du couple, peut-être à cause de la différence d'âge des acteurs, ce qui est con quand même, et comme je l'ai dit, ça traîne suffisamment en longueur pour avoir des mômes pubères et que Peter Ho se laisse pousser la moustache. Sinon, c'était un plus de retrouver la servante rigolote de The Wolf. Dean Secretary. Bon, c'est une histoire de secrétaire et donc la tarte à la crème Secretary Kim a été sortie pour l'occasion avec plein d'éléments recyclés en pensant que ça se verrait pas ou alors en hommage, je sais pas trop. Le tout mixé avec un plan jumelle, une timide et l'autre badass qui aurait mérité que l'acteur Luo Zhang figure au casting, mais c'est pas le cas et si c'est à peu près regardable au début, ça devient de plus en plus indigeste et de plus en plus con, donc c'est pas indispensable. My Fake Wife. Dieu que c'est cheap, hein, sur un scénario ô combien éculé de fille adoptive et forcée d'épouser le fils de famille handicapé parce que la fille chouchou ne veut pas du mariage arrangé. Et bien sûr, le plan à 2 balles finit par convenir au poil au couple puisque le mec hérite d'une gentille fille prévenante au lieu de la bitch à laquelle il s'attendait et qu'il est finalement pas si handicapé que ça. Toujours dommage de nous changer ça parce que ce serait quand même un bon message sur le handicap. Le tout avec une fin pas bien terrible. En vrai, c'est pas si pire, mais c'est pas génial non plus. La vie est courte, il y a des choses bien mieux à se mettre sous la dent. Les Nignés d'or. Meilleur acteur. Moi j'ai trouvé que Zhang Lingre était excellent dans ce drama et qu'il m'a collé les poils plus d'une fois avec ses regards enflammés par la folie furieuse ou le désir le plus ardent. Franchement, le petit a de l'avenir et je serai là à profiter du spectacle. Même si je suis toute seule, je m'en tape. Mais en même temps, honneur aussi aux vétérans de ma génération donc, avec Nam Kung Min qui mérite qu'on en fasse le tour et un tour aussi et qui est plein d'une belle force tranquille et d'un charme qui défie les années. Bienvenue dans le club des Wallace Chung et des Chen Kun. Meilleure actrice. Et ce sera du coup Tim Corey parce que Han Eun-jin était une Scarlett très engageante et carrément moins pestouille que celle du roman de Mitchell, qu'elle prête elle aussi beaucoup de profondeur à sa belle du village que la guerre et les épreuves vont rendre moins intransigeante, bien que toujours combative. Un très beau portrait de femme face à la tempête et les interdits de son époque et qui tient le choc face à son partenaire qui en est un sacré de choc tellement il a du chien. Meilleur acteur dans un second rôle. Le petit Wang Xingyue, qui est l'objet de toute la tendresse du personnage féminin de Kuning Palace en officiel incorruptible, est assez prometteur et charismatique, et il fallait au moins ça pour nous faire croire aux épiques crises de jalousie que va piquer Xie Wei face à son rival. À suivre. Meilleure actrice dans un second rôle. J'ai une tendresse toute particulière pour la très classe Zhang Li, une cadra époustouflante que l'on voit beaucoup en ce moment en maman ou en douairière. Elle
t'attrape l'œil à chaque fois, et c'était encore le cas pour moi dans Wonderland of Love. Meilleure musique. Il y avait de très beaux thèmes dans Inextricable Destiny, ainsi qu'une chanson très belle par Jochen dans Cooning Palace, mais la chanson qui ne m'a plus quitté tout le mois du moment où elle s'est pointée très tard dans le drama, c'est le thème du personnage de Siewei dans Cooning Palace, 3000 Words of Not Meeting You, que j'adore vraiment. Nos héros du torse-poil seront ce mois-ci Dai Gaojiang dans Wise Woman, qui est devenu très clairement un champion récurrent du genre, mais les anciens restent de la compète avec Nam Kung-min qui a plus que de beaux restes dans une séquence homme blessé à réparer. Sinon, les meilleures scènes seront dans Inextricable Destiny, la scène où la nana bourrée essaie de se débarrasser du type, et où lorsqu'il se retrouve à partager une calèche, elle envahit son espace et il est touchant de timidité et d'envie de la toucher, lui qui est tellement dans le contrôle de soi. Mais la scène de mariage de la loose en mode Survivor, tandis que le frère est en train de se faire trucider, est également assez marquante. Dans Blooming Days, la scène du peigne, où le mec essaie de séduire le personnage féminin et de faire quéquette, ainsi que les touchantes retrouvailles alors que des bitcheries de harem les ont séparés un moment et que la nana a dû vivre en exil. Dans Wonderland of Love, une classique scène de flèche où la nana se fait blesser, où le mec doit la tenir dans ses bras alors qu'on lui retire la pointe et la veiller alors qu'elle peut mourir. La bagarre de la nuit de noces ainsi que celle de ce qui deviendra leur première nuit d'amour sont également très bien menées, un peu en mode Princess Agents, si dans Princess Agents ils avaient vraiment fait quéquette, ce qu'on leur reprochera toujours jusqu'à aujourd'hui. Dans I May Love You, le baiser revanchard de la Miss après s'être pris un vent magistral et la manière dont le mec va s'accrocher à elle peu de temps après quand elle lui annonce qu'elle veut arrêter de travailler pour lui. Sans oublier le moment où il lui demande de le mordre pour qu'elle puisse évacuer sa colère, j'achète. Dans My Dearest, plein d'excellentes scènes, tant tout est beau à regarder, mais je vais privilégier la magnifique scène de séduction d'une tendresse et d'une douceur infinie dans la deuxième partie. Est-ce une coïncidence que ça se greffe sur un moment de torse-poil? Je ne crois pas. Et toujours dans la pudeur et la tendresse, la scène difficile où elle essaie de lui faire comprendre qu'elle a été violée et que leur amour est donc impossible, ce dont, contrairement à la plupart des mecs de son époque et société, comme par exemple l'ex-mari de la nana, il se moque complètement. Superbe scène, tout en pudeur et en retenue, assortie d'un magnifique témoignage d'amour absolu de la part du mec. J'ajouterais que la scène d'amour est très belle et nous épargne les plans à la con ainsi que les grosses lampes auxquelles on a souvent droit en drama chinois. Bien que My Dearest ait donné des scènes merveilleuses, Kooning m'a tout de même fait un effet bœuf. Ceux qui me suivent sur Insta l'ont sûrement remarqué vu les gifs que j'avais postés, que ce soit la scène d'ouverture très engageante, mais c'est vrai qu'il faudra ronger quelque peu son frein avant d'avoir la succession de scènes bluffantes entre les deux persos. Ça démarre bien avec le moment où il la console d'avoir perdu le magistrat et lui promet quelqu'un de mieux, wink wink, et à partir de là, c'est la fête à la cafette, entre le bisou volé dans la calèche chopé par le père furibond, le flashback tentative de séduction ratée de la nana, les disputes épiques dont une dans une grotte avec un baiser arraché qui m'a fait penser qu'on tenait enfin un successeur à Mark Chao quand il l'a joué Hierois contre le mur et tes ovaires se prennent un premier effet Orangina, une scène où le mec, un obsessionnel Luchin, se ruine la main pour sauver les miches de la fille, et la deuxième scène qui vient filer un dernier coup de pied à ce qui te restait d'ovaires après la scène de la grotte, où après une énième dispute d'une intensité sexuelle à couper au couteau, le mec balance un « je te veux » qui restera d'anthologie en ce qui me concerne. Ah, mais nous aussi on veut bien, changez rien, donnez-nous en plus. Et je précise même qu'on a une super choupie scène de jalousie mignonne tout plein dans le dernier épisode à laquelle je ne m'attendais pas du tout et qui était assez craquante à regarder puisqu'elle se fait en compagnie de kids. Alors oui, ok, je n'ai toujours pas ma saison 2 et ma scène épique de vol de mariée par Tan Tien-se, mais si j'ai ce genre de programme pour m'occuper en attendant, ça va le faire, continuez à m'alimenter, je suis un réceptacle. Ce sera tout pour ce mois-ci, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année, surtout l'occasion de vous regarder au moins une belle série, et on se retrouve du coup l'année prochaine, en espérant que les dramas nous auront gâtés sous le sapin sur la programmation d'hiver. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de me parler en commentaire de vos coups de cœur du moment, abonnez-vous si vous venez de tomber par hasard sur la chaîne, et bon binge watch à toutes et à tous.